Candidate à l'UE, comment caractériser la Moldavie post-élection ? La Moldavie est longtemps restée un trou noir de la géopolitique de l'Europe géographique. Bessarabie, Moldavie, Transnistrie, beaucoup de noms de territoires pour des découpages et des périodes différentes, ça ne nous aide pas à comprendre. Pays peu peuplé, situé entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est un pays très pauvre, marqué par une forte émigration, avec une diaspora qui pèse lourd sur les élections. Ses relations avec l'Union européenne sont longtemps restées incertaines. Il est vrai que la corruption endémique en Moldavie peut laisser songeur. Pourtant, la relance de la guerre russe en Ukraine le 24 février 2022 a été involontairement un accélérateur du rapprochement UE-Moldavie, puisque la Moldavie a brutalement sauté des étapes pour devenir officiellement candidate à l'UE dès juin 2022. Depuis, la guerre russe continue en Ukraine et la Russie entretient toujours des troupes en Transnistrie, une région sécessionniste depuis le début des années 1990 à l'est de la Moldavie. Et l'OTAN, de son côté, a renforcé récemment son positionnement à l'ouest de la Moldavie, en Roumanie. Voilà pourquoi cela a du sens de se poser la question, candidate à l'UE, comment caractériser la Moldavie post-élection ? Pour nous apporter des réponses, nous avons la joie de recevoir Catherine Durandin, professeure émérite à l'INALCO, auteure de plus de 20 ouvrages d'histoire et géopolitique axés sur la guerre froide, l'OTAN, la Russie et la Roumanie. Catherine Durandin vient de surcroît de publier Moldavie, le défi, un pari aux éditions Petra. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Catherine Durandin, pour commencer, éclairons l'actualité de la Moldavie. Comment comprendre la campagne électorale et l'issue des récents scrutins en Moldavie ? 2 scrutins. Le dernier est très récent. Le dernier, c'est un second tour d'élection présidentielle qui voit la victoire. On expliquera comment elle a pu l'emporter, cette femme, de Maia Sandu, qui est une démocrate, qui est pro-européenne, qui a en partie été formée aux États-Unis en administration publique, notamment à Harvard, et qui a travaillé aux États-Unis pour un court temps pour la Banque mondiale. Maia Sandu a remporté, lors du 2e tour des élections, les suffrages de plus de 55% des électeurs contre son opposant, un pro-russe, M. Alexandre Stoyanoglu, d'origine gagaouze, on reviendra sur ces malheureux gagaouses, qui sont pro-russes. Bref, ce candidat pro-russe a remporté tout de même 44,5% des suffrages. Pour les pro-européens, ce second tour est un soulagement dans la mesure où le premier tour avait tout de même dépité. Je m'explique. Lors du 20 octobre, les Moldaves votaient à la fois pour un référendum « Voulez-vous intégrer l'UE ou non ?», et pour l'élection présidentielle avec Maia Sandu comme candidate. Les candidatures s'étaient égrenées, Maia Sandu venait en tête, mais on se demandait si elle n'avait pas fait, lors du premier tour, le plein des électeurs, et ça ne suffisait pas pour l'emporter au 2e tour. Ça, c'est un premier point. 2e point, il y avait l'enjeu Union européenne. Et là, ce fut, et c'est, une déception assez flagrante, puisqu'en dépit de la présence des efforts, des soutiens, des déclarations des uns et des autres du côté européen, des Polonais, des Allemands, des Français, en faveur du soutien de cette candidature, de l'intégration de la Moldavie à l'UE, le référendum est passé au fil du rasoir avec 50,3% des suffrages, certains hommes politiques pro-russes demandant l'annulation des résultats. Donc le vote du 27 octobre, qui met en place de façon flagrante, sans recomptage, 55,4% des voix Maia Sandu, est une sorte de revanche, de soulagement par rapport aux incertitudes du vote du 20 octobre. Maia Sandu s'est notamment prononcée pour une lutte plus pugnace contre la corruption. Alors Maia Sandu est une femme tout à fait intéressante
qui a des atouts. La preuve, elle remporte les élections pour la seconde fois à la présidence. Mais c'est une femme qui a des handicaps. Intéressant, c'est qu'elle a vraiment un soutien occidental, tant du côté des États-Unis, Blinken s'est même lui-même déplacé en Moldavie il y a quelques mois, du côté français, un soutien très fort et très explicite de la part du président Macron, qu'il a reçu en mars 2024 pour signer un accord de sécurité spécifique avec la Moldavie. Donc des atouts et un gouvernement qui est puissant, un gouvernement qui est de qualité, avec atouts ou handicap, selon le regard qu'on porte sur eux, des personnalités qui ont été formées et aux États-Unis et en Europe, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et un ministre de la Défense qui est de formation soviétique, ex-soviétique, plus âgé, mais complètement pro-OTAN. Le handicap, c'est, je dirais, le revers exact de ces atouts, c'est qu'on la voit un peu comme une candidate de la diaspora. La population moldave est aujourd'hui de 2 600 000 habitants. Ils étaient 4 millions en 89. Vous comptez l'émigration extrêmement forte. Ces émigrés sont à l'ouest, ils votent pro-occidental. Donc, ça a à la fois un poids positif et négatif pour vis-à-vis des pro-russes. Et d'autre part, elle a comme handicap qu'elle est une femme non mariée, célibataire, non mère, pas d'enfant. Donc, toutes les poubelles de la désinformation se déversent contre ce statut en laissant entendre qu'elle est évidemment pro-transgenre, LGBT, etc., ce qui est négatif pour le personnage. Alors, justement, beaucoup de sources expertes ont dit que cette campagne électorale en Moldavie était marquée par la guerre hybride russe. Est-ce qu'on a des éléments à ce sujet ? Comment ça a pris forme ? C'est une guerre hybride qui dure depuis plus d'1 an. Les manifestations de la désinformation d'un côté, le financement des électeurs par ailleurs. Le financement des électeurs. Le financement des électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai jamais été financé. Ça veut dire, écoutez, ils financent moins que Elon Musk se propose de le faire aux États-Unis. On ne parle pas de millions. On parle de 50, à peu près $50. Mais il y a donc de l'argent qui est amené liquide, qui est amené de Russie dans des petits sacs et qui est distribué dans les zones pressenties comme étant aimables ou en tout cas pas hostiles a priori vis-à-vis d'une relation privilégiée avec la Russie. Tout cela a commencé très fortement avant les élections locales de l'automne 2023. Et le gouvernement avait lutté à coups de descente policière contre ces pratiques. Ces pratiques ont pris une ampleur absolument énorme à partir de la campagne électorale pour les élections de l'automne 2024, au point qu'on donne des chiffres que je n'ai pas vérifiés, mais qui circulent et qui semblent vérifiables, de plusieurs millions de dollars circulant en Moldavie pour acheter des électeurs. Autre élément qui a visiblement été souligné, photographié et informé, c'est de transporter en minibus ou en bus les électeurs, notamment dans la région pro-russe de Transnistrie, au bureau de vote. Bon, ils ont un transport gratuit et, vous l'imaginez bien, une liberté réduite d'expression de leur vote. Alors, le gouvernement a réagi et c'est une arme à double tranchant et ça fait toujours la fragilité de la Moldavie. D'un côté, l'extrême occidentalisme, de l'autre, l'extrême pression du côté russe et pro-russe. Le gouvernement a réagi en arrêtant des personnalités, en supprimant des partis politiques, ce qui pose tout de même problème lorsqu'on milite pour la démocratie, des partis politiques pro-russes, dans des délais très proches des élections. Donc il y a eu une sorte de frénésie de réaction gouvernementale et une frénésie de renforcement de la guerre hybride du côté russe. Bien. Quittons un instant cette actualité pour en venir sur la longue durée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à grands traits l'histoire de la présence russe en Moldavie, du tsarisme à l'Union soviétique ? C'est une longue histoire. La Moldavie a d'abord été une région qui était partie prenante de l'Empire russe. Et pendant les années plus ou moins libérales de l'Empire russe, dans les années 1818-1820, la Moldavie avait une certaine autonomie régionale. En fait, elle était dirigée par des aristocrates
qui étaient à la fois pro-roumains, pro-russes, essentiellement aristocrates. Puis la Moldavie a été russifiée avec l'affermissement de la puissance de l'Empire russe, profondément russifiée dans la fin du XIXe siècle, avec pratiquement l'interdiction de la langue roumaine et donc des populations paysannes d'origine roumaine qui étaient complètement illettrées du fait qu'elles ne participaient pas à cette russification et qu'elles étaient laissées pour compte. Il y a eu ensuite une période qui est très difficile à analyser dans la mesure où elle est violente, qui est la période d'intégration de cette Moldavie russe dans la Grande Roumanie des années 1918-1940, dans l'entre-deux-guerres. Et les Roumains n'ont pas fait d'efforts par rapport à cette Bessarabie-Moldavie. D'abord parce qu'ils soupçonnaient ces gens-là d'être très marqués par le bolchevisme, ce qui n'était pas faux pour les universitaires et les intellectuels, d'être complètement illettrés, ce qui n'était pas faux pour la paysannerie, de ne valoir pas grand-chose. Et les Roumains ont mis tout leur accent de roumanisation et de développement sur la Transylvanie, où la présence hongroise était redoutable pour eux. Donc la Moldavie, la Bessarabie de l'histoire roumaine de l'entre-deux-guerres est une histoire de pauvreté. Pendant la guerre, je passe rapidement, il y a eu une phase du côté roumain, puis une phase d'occupation allemande, puis une phase de victoire soviétique, et à partir de 1944-1945, la Moldavie devient une république soviétique. Une des 15. Exactement, qui va donc évoluer dans un cadre strictement soviétique et qui aura des élites soviétisées pro-russes, un développement industriel essentiellement dans la partie chérie par les soviétiques, qui est la partie aujourd'hui de la Transnistrie, de l'autre côté du Dniest, qui est cette partie sécessionniste largement tenue par les Russes, toujours. À l'est de la Moldavie. À l'est de la Moldavie. Et c'est simplement, comme les autres républiques, en août 1991, donc en 1991, qu'après une période extrêmement trouble de Gorbatchev, pro-Gorbatchev, anti-Gorbatchev, pro-roumain, etc., que la Moldavie accède à l'indépendance, décide donc de son indépendance le 21 août 1991. Depuis 1991, la Moldavie est une république indépendante. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Catherine Durandin, pourquoi la Transnistrie, la Gagouasie et l'Église orthodoxe russe dépendante de Moscou sont-elles aussi des points d'appui pour la Russie en Moldavie, qui est, je le rappelle, candidate à l'UE? En premier lieu, l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, je dirais comme une partie de la population, est divisée. Il y a d'un côté l'Église orthodoxe traditionnelle qui dépend du patriarcat de Moscou et qui est largement influencée par la Russie, et a fait sécession au début des années 90, une Église orthodoxe qui revendique son appartenance à Bucarest et à Constantinople. Ces églises ne sont pas véritablement en guerre parce que je dirais que le culte est le même et que les Moldaves vont chez les uns ou chez les autres, l'église d'obédience russe étant largement majoritaire, et elle joue un rôle important, non dit, assez silencieux, mais je dirais quotidien dans la pratique du vécu traditionnel. Je rappelle qu'en Ukraine, l'église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou a été mise de côté. La décision ukrainienne a eu des retombées négatives en Moldavie, dans la mesure où dès que Kiev a décidé de casser le lien entre l'Église orthodoxe et Moscou, les Moldaves orthodoxes ont eu peur qu'il leur arrive la même chose. Et ils ne voulaient pas se séparer du patriarcat de Moscou. Et Maya Sandu, la présidente à l'époque, la candidate qui vient d'être élue, a déclaré « Jamais nous ne ferons une chose pareille ». Ce qui dit beaucoup du poids de l'orthodoxie pro-russe en Moldavie. Vous évoquez les Gagauz. Je me souviens qu'en 1991, quelqu'un du Quai d'Orsay m'a appelé en me demandant « Qu'est-ce que c'est des Gagauz ?» J'ai dit « Je ne sais pas très exactement ce que c'est des Gagauz. » C'est une population d'environ 400 000
habitants dans la République de Moldavie actuelle. Qui vit plutôt au sud, si j'ai bonne mémoire. Qui vit au sud, centre-sud, qui a une capitale, Comrat, très soviétique d'architecture, qui est d'origine turque, de religion orthodoxe pro-russe et de langue russe. Et les Gagauz refusent largement, ils ont voté à l'heure actuelle pour le candidat pro-russe, ils refusent notamment la langue roumaine comme langue officielle de la République de Moldavie. Et ils sont totalement noyautés par les Russes. Ils ont un statut depuis 1994 d'autonomie avec une femme gouverneur et l'ex-gouverneur de Gagaouzie était candidate aux élections présidentielles contre Maia Sandu. Quant à la Transnistrie, point d'interrogation. C'est une région, on ne sait pas comment le nommer, ce n'est pas un État, leur sécession n'est reconnue par personne, leur statut n'est pas réglé depuis 1992. Il y a des troupes russes depuis la guerre de sécession de 1992. Ils sont largement plutôt pro-russes, quoique une partie de la population se dit qu'après tout, une évolution économique vers l'Union européenne serait peut-être pas catastrophique. La Transnistrie reste un point d'interrogation. Autre point d'interrogation, la démographie. Quid de la démographie en Moldavie? La démographie, je vous dirais, c'est pas un point d'interrogation. C'est une catastrophe. C'est ce qu'on peut appeler un exode. 4 millions d'habitants en 1989, 2 600 000 aujourd'hui. Ils partent pour des raisons essentiellement économiques. Mais, depuis la guerre de 2022, ils partent pour des raisons, je dirais, presque de survie. La formule est « nous voulons la paix ». Nous voulons la paix, c'est-à-dire que le risque d'être embarqué d'un côté ou de l'autre dans la guerre ukraino-russe, russo-ukrainienne, fait fuir. Cette guerre est pour la Moldavie une catastrophe. Ils l'ont vu de près, puisqu'ils ont vu arriver en février-mars 2022 plus d'1 million de réfugiés ukrainiens qui ne sont pas restés. Il y a eu un énorme soutien international pour ces réfugiés. Les Moldaves ont vu, une nouvelle fois dans leur histoire, ce qu'est la réalité de la guerre quand on marche à pied avec ses valises et ses gosses. Il y a environ aujourd'hui 100 000 émigrés ukrainiens, dont les uns me disent qu'ils sont très bien accueillis, les autres me disent qu'ils font monter les prix de l'immobilier et qu'on souhaiterait les voir partir. Donc c'est un problème. La question de la guerre est une question omniprésente. Je donne un exemple. En mars 2024, le président Macron a reçu, je le disais précédemment, Maia Sandu à l'Élysée. Après un voyage de notre ministre de la Défense, M. Lecornu, en Moldavie, et a été signé en mars 2024 un accord de sécurité entre la Moldavie et la France. Rappelons que la France est la nation cadre de l'OTAN en Roumanie voisine et qui soutient la Moldavie, sa petite sœur, son ex-petite sœur, etc. Cette visite a déclenché une guerre de désinformation en Moldavie sur le thème « Macron va vous mettre en guerre ». Il y a 500 militaires français embusqués en Moldavie, on ne les a jamais vus. Et déjà, vos logisticiens, vos ingénieurs vont être envoyés en guerre aux côtés des Ukrainiens. La guerre est vraiment, je dirais, la volonté de paix est quelque chose de complètement déterminant dans les comportements actuels. Je finirai là-dessus en disant, Maia Sandu mène une politique très courageuse d'essai de partenariat avec la diaspora, de faire que la diaspora fasse plus que de verser de l'argent à des vieux parents ou à la famille en Moldavie, qu'il y ait des accords d'investissement venus de la diaspora vers la Moldavie. Oui, mais le retour est impensable. On ne rentre pas dans un pays sous menace de guerre dans la situation et le contexte contemporain. Alors, Catherine Durandin, aujourd'hui, quels sont les combats en Moldavie? Par exemple, sur la corruption, c'est un sujet central. La corruption est un sujet central et un sujet qui est fondé ou qui émane d'une longue histoire. Des années de la transition entre la République socialiste soviétique et la République indépendante, qui ont été des années extrêmement tourmentées, avec en apparence un pouvoir communiste tranquille, une présidence pro-communiste
tranquille, qui au fond ressemblait, mais ce n'était pas tranquille en Roumanie, à ce que fut le président Iliescu en Roumanie au début des années 90, c'est-à-dire un gorbatchevien qui se fait élire sous une apparence de démocrate. En Moldavie, la transition et la privatisation s'est faite de manière absolument chaotique. Et les mentalités étaient telles entre des comportements de paysans habitués au patriarcat et des paysans habitués aux directeurs communistes de kolkhoz, ils ont été lessivés par la privatisation et se sont constitués des fortunes absolument honteuses et extrêmement rapides. De plus, est montée en puissance, tout comme en Russie, une classe, un groupe d'oligarques multimillionnaires qui se sont inscrits au centre du jeu politique, au point qu'en 2015, un énorme scandale a secoué le pays. Une banque avait été volée, 1 milliard de dollars ont disparu dans la poche des oligarques. Ça a amené plusieurs années de troubles, manifestations, contre-manifestations, interventions des États-Unis, de l'Union européenne et même de la Russie pour faire partir un des oligarques, qui était un baron Karabas, un marquis de Karabas et plus que ça, qui est aujourd'hui en Russie. La plupart de ces oligarques se sont réfugiés en Russie. L'un d'entre eux serait en Grande-Bretagne et ils tiennent encore des ficelles économiques. Donc c'est extrêmement difficile de lutter contre ce système, d'autant plus qu'il y a eu un scandale concernant Interpol en Moldavie, dans la mesure où certains employés d'Interpol avaient fait disparaître des fiches concernant des personnes poursuivies par Interpol. Ça fait désordre. Très désordre. Avec une volonté de lutte contre la corruption, Maia Sandu est considérée, et je pense qu'après 4 ans de gestion de la présidence et une réélection, elle peut être considérée comme incorruptible. Et venons-en à un dernier point. Est-ce que l'UE est à la hauteur des enjeux du voisinage de l'UE et notamment de la question de la Moldavie? L'UE a fait un travail très, très suivi, essentiellement depuis 2022. Il y avait un accord d'association avec l'UE qui date de 2014. Mais il est vrai que l'état des lieux en Moldavie était complètement chaotique, notamment le vol de ce milliard qui disparaît en 2015. Depuis 2022, il y a, je dirais, une présence de conseils, de circulation, de visites, d'intérêt porté à des sujets très précis, notamment un sujet important pour la Moldavie, c'est le problème de l'eau, de l'irrigation, de l'eau d'un point de vue santé publique. C'est apparu de façon très radicale lors de l'épidémie de Covid de 2020-2021. Il y a donc un investissement UE qui est très fort. Il y a aussi, je dirais, depuis juin 2024, et c'est de nouveau une arme à deux tranchants parce que le pays est divisé. Depuis juin 2024, il y a un accord de sécurité, je dis bien, qui va au-delà de l'économie, UE-Moldavie, et qui touche notamment la protection aérienne de la Moldavie. Alors, quels sont très exactement les liens entre le travail UE sur le plan de la sécurité, le travail français dans le cadre de l'accord de mars 2024, le travail OTAN, silencieux, dans la mesure où la Moldavie est neutre de par sa constitution et neutre dont la majorité de sa population veut la paix. Mais comment travaillent ces divers réseaux? En tout cas, il y a une présence réelle de l'UE. Maintenant, je dirais de façon plus triste, c'est qu'en dépit de tout ça, les Moldaves ont voté à 50,3% pour un référendum pro-UE. Pourquoi? Pour 2 raisons. L'une, l'UE n'assure pas la sécurité, c'est faux. Il suffit de regarder la situation de l'Ukraine. Donc l'UE, en dépit des accords, n'est pas un pourvoyeur de sécurité. 2, l'UE, c'est l'Occident décadent. Et là-dessus, la propagande russe, l'idéologie poutinienne marche à plein. Nous sommes tous plus ou moins homosexuels, transgenres, etc. Et nous abîmons les valeurs traditionnelles de la famille moldave. J'ai vu les mêmes choses dans la Roumanie des années 90, où certains étudiants, alors
on luttait pour la dépénalisation de l'homosexualité en Roumanie, je dis bien des années 90. Certains étudiants me disaient « Pourquoi vous nous obligez, n'est-ce pas, à devenir homosexuels ?» Donc l'UE, c'est tout positif, un énorme investissement, et oui, mais point d'interrogation. Merci beaucoup. Un grand merci également à notre réalisateur. Planisphère recevait Catherine Durandin, professeure émérite à l'INALCO. Catherine Durandin publie un ouvrage qui tombe à pic pour éclairer l'actualité géopolitique. Moldavie, le défi, un pari, aux éditions Petra. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine.